Instant court numéro 2, on est en direct, ça commence maintenant depuis Clermont-Ferrand. Et voilà, notre entrée en matière en direct depuis le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est déjà la deuxième. Un beau plateau, vous allez le voir aujourd'hui, avec beaucoup d'invités de standing, bien évidemment, des invités de court-métrage. Nous allons parler cinéma pendant plus d'1 heure ensemble. Et sur mon plateau, je suis avec Lucille. Déjà, bonjour Lucille. Et notre première invitée que nous recevons aujourd'hui, c'est Cécile Mille. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Alors, Lucille, un court-métrage pour lequel nous recevons notre invité qui s'appelle Cuit, cuit, cuit. Est-ce que tu peux nous dire un mot déjà sur le synopsis de ce court ? Oui. Donc, ça parle d'une femme qui est déterminée pour aider une collègue ornithologue qui souhaite avoir un enfant seul à trouver un donneur de sperme jusqu'à mêler son entourage dans cette aventure. Voilà. Donc, c'est un court-métrage de fiction de 19 minutes que j'ai trouvé très drôle, rythmé, et où les personnages sont très attachants. Mais derrière cette comédie décomplexée est soulevée une thématique d'actualité importante, le droit pour tous d'avoir un enfant. J'ai senti un réel engagement de votre part à travers les réflexions sur le mérite, la loi, la confiance et les difficultés traversées. Comment est-ce que vous est venue l'idée de faire ce film ? De l'injustice de la loi déjà, puisqu'elle est passée il n'y a pas très longtemps et puis qu'elle a été repoussée pendant des années. Elle est passée en février 2022 et on l'attendait depuis au moins 3 ans, enfin au début du premier mandat de Macron. Et voilà, de l'injustice de juste pas pouvoir faire des enfants librement. Et aussi d'un cas particulier, j'avais une copine là où je travaille qui dépensait 5 000 €, qui me dit « Ah bah à Noël, je pars au Danemark et voilà, je vais me faire inséminer, ça lui coûtait 5 000 €, elle avait vraiment pas de sous, elle avait droit à 3 essais. Et voilà, et à chaque fois elle revenait, on attendait 15 jours, ça marchait pas, et elle repartait, à la fin des 5 000 €, il y avait pas d'enfant. Beaucoup d'émotions, de tristesse, d'empathie pour elle. Et voilà, je me suis dit, mais c'est pas si compliqué de trouver du sperme. J'en connais qui en ont. On peut peut-être... voilà. Et il y a une vraie pénurie de dons. On n'a besoin pas d'énormément de donneurs. Il y a genre 300 donneurs, 400 donneurs par an en France. Ce serait largement suffisant, mais il n'y en a pas assez. Et là, la loi a changé. Donc... Maintenant, il n'y a plus d'anonymat et donc il faut que tous les centres de fertilité rappellent ceux qui ont déjà donné pour leur demander si ils sont d'accord pour enlever leur anonymat. Donc il y en a certains qui acceptent, mais peut-être peu. Et du coup, il faut retrouver encore des donneurs. Voilà. Donc si vous avez moins de 45 ans, que vous êtes un homme, c'est hyper facile de donner. Allez donner, ils ont des super films de cul, paraît-il, dans les cabines. Donc vous avez avant réalisé... Le micro. De nombreux documentaires. Et pourquoi avoir choisi cette fois la fiction et surtout la comédie ? Je crois que la comédie, c'est... Je sais pas, c'est le truc qui me ressemble le plus. Je pense que petit à petit, un des derniers documentaires que j'ai fait a provoqué beaucoup de rire dans les salles. Voilà, ça m'a surpris, ça m'a charmé. Je me suis dit que c'était quand même une des meilleures façons de convaincre. Je n'essaie pas de faire des films militants, mais je fais des films engagés et être militant sérieusement, je ne saurais pas le faire. Donc voilà, mêler de l'émotion à de la politique, du burlesque, essayer de surfer un peu sur les genres comme ça. Ouais, sachant que je vais quand même balancer un dossier, mais le mail que vous avez envoyé, qui est génial, c'est marqué « Mes sujets de prédilection, le cul, le désir, les gens qui courent tout nus dans la montagne et la PMA amicalement assistée ». C'est quand même très bien tourné. Ah oui. Est-ce que vous voulez commenter ça ? Bah, bien sûr qu'on lit les mails. Non, c'est très bien tourné. Pourquoi la PMA amicalement assistée ? C'est le sujet du film, en fait. Ouais. C'est qu'à un moment, au lieu d'aller dans un centre et de passer par l'institution et que ce soit long, on peut s'arranger.
Voilà. Vous êtes jeune, vous avez du sperme. Je suis une femme, je suis en galère, je suis seule. Et voilà. Et c'est ce que font beaucoup, en fait. Vous allez, il y a des sites où ça marche pas plus ou moins, mais il y en a qui le font entre potes, des couples homo qui s'échangent aussi les gamètes pour procréer. Voilà, il y a plein de trucs qui se font de nos jours et qui sont un peu légiférés parfois, mais pas tout le temps. Lucille ? Oui. Donc, la nature, elle est très présente dans votre court-métrage et débute d'ailleurs sur une sorte de documentaire sur un oiseau. Et il est fait tout un parallèle avec cet oiseau qui dépose ses œufs dans un endroit pour qu'un autre oiseau d'une autre espèce vienne les couver. Et comment vous pensez à ce parallèle ? Je cherchais un parallèle scientifico, pseudo-réalito, pour se dire, ok, dans la nature, il existe tout. En fait, le film est un peu une ode aussi à la nature, au monde vivant, les oiseaux, mais les extérieurs aussi. Au lieu d'être en intérieur, la procréation, elle se fait en extérieur. Et dans la nature, il existe toutes sortes de choses, dont des parents qui n'élèvent pas leurs enfants. Et c'est pas mal, il n'y a pas à juger, voilà, ça se fait comme ça. Et donc j'aimais bien ce parallèle avec le coucou. En fait, c'est le coucou qu'on appelle un parasite. Il pose son œuf dans le nid d'une autre espèce. Et du coup, je voulais un peu ce parallèle pour dire, ça existe en fait. Élever un enfant qui serait pas le sien, vraiment biologiquement, ça veut pas dire que c'est pas notre enfant, quoi. D'accord. Oui. Et alors, du coup, et pourquoi avoir choisi aussi, donc toujours sur la nature, pourquoi avoir choisi de tourner la scène finale dans la nature ? Cette insémination en fait artificielle, qu'on dit artificielle dans la nature, j'ai eu une sorte d'impression de retour aux sources, quelque chose comme ça. Ouais, puis c'est pour créer un moment beau, quoi. Et il y a une espèce d'envie c'est pas un acte amoureux, voilà, mais au lieu de le faire dans un petit labo, dans une petite cabine, elles le font dans la nature. Elles sont habillées tout en fleurs. Voilà, il y a une espèce d'élan de se mêler et de n'être plus qu'un animal, mais au sens noble. Ouais, en fait, finalement, plus le film avance, plus on a l'impression que cette dichotomie classique qu'on essaye de présenter sans cesse, nature-culture, vous faites converger. Et sur la fin, on a quelque chose de beau qui est assez simple, qui est assez beau, avec un peu de poésie finalement. Et on a envie de se dire, mais pourquoi ça serait pas plus normal, accepté que n'importe quelle autre fécondation entre guillemets ? Pourquoi ça serait pas pas aussi naturel selon le regard de la société ? Une espèce de rapprochement, vous rapprochez le côté social et politique du film avec le côté nature que vous mettez depuis le début du récit. Ouais, puis j'essaie d'appuyer sur une petite émotion, quoi, un temps. Et au scénario, en revanche, quand je le faisais lire en commission, on me disait que c'était freaky, quoi. Tout le monde trouvait ça dégueu, le mélange des spermes et tout ça. Donc il fallait aussi contrecarrer ce truc par quelque chose de doux, quoi. D'autres questions ? J'en ai encore deux, si ça va. Bien sûr qu'on a le temps. Je me posais la question du choix des actrices et des acteurs, comment ça s'était passé Moi je fais du casting, je travaille comme chargée de figure aussi sur des longs métrages. C'est ma façon de gagner ma vie. Et je les connaissais, elles viennent du théâtre, mais elles font aussi beaucoup de films. Vous les avez vues aussi beaucoup à Clermont-Ferrand. Je cherchais des femmes, des super comédiennes. Il y avait un ton un peu précis à avoir et quelque chose de l'ordre de la crédibilité à retrouver. Il ne fallait pas que ça parte vraiment dans le burlesque. Et elles sont hyper fortes, elles sont très techniques. Et je cherchais des femmes qui étaient drôles dans la vie. Donc je les ai rencontrées de façon informelle et voilà. Ça a matché. Au départ, j'avais envie d'inverser les rôles. Et puis, au départ, j'avais prévu d'inverser. Et puis, en fait, non. S'il y avait quelque chose de très imposant chez Florence, Jana, c'est celle qui joue celle qui a de l'empathie. Et voilà, c'est vraiment En fait, c'est des grandes techniciennes. Tu leur demandes n'importe quoi, elles le font. Elles s'entendent bien entre elles. On a fait des répètes avec des impros et elles ont proposé la meilleure blague, le sucre. C'est Florence qui l'a faite en impro. Voilà, c'est le plaisir de la comédie. Des corps, il y a l'ornithologue aussi, c'est un clown, quoi. Il y a une espèce de jeu du corps. Il est hyper fort. Enfin, bon, voilà, c'est un plaisir de faire le casting et de choisir qui va avec qui, quoi. Et la dernière question,
Pourquoi ce choix de la musique Vive le vent non, c'était pas ça. Vive le vent d'hiver, non. Pourquoi Si, pas, hein. C'est ça, c'est Vive le vent qu'elle chante à la fin. Non, c'est Vent frais, vent du matin. Ah oui, pardon. Oui, C'est vous qui avez fait le film ou pas? Mais je connais parce que elle demande Vive le vent et elle a vent frais. Ah oui, voilà, Ouais. oui, c'est ça. Alors, elle demande une chanson que tout le monde connaît, mais que personne n'a envie d'entendre, même ici. Et elle en a une autre. Donc moi, celle que je choisis, c'est celle qu'elle a et qu'on a envie d'entendre. Enfin, qu'on a envie d'entendre non plus, quoi. Mais voilà. Quelle chanson on peut te demander de chanter comme ça? Faut avoir vraiment les mêmes codes. Donc, je sais pas, je m'étais dit. Et puis, j'avais surtout envie qu'elle soit un peu chiante à la fin, genre... même quand tu lui demandes une chanson, un truc simple, non, elle fait comme elle veut, elle, et c'est elle qui a raison, quoi. Voilà, mais c'est pas ma chanson préférée. C'est pas une grosse ref musicale. Je la connaissais. J'imagine. Clermont-Ferrand, festival, juste un petit mot quand même, parce que c'est exceptionnel d'être ici. Ouais, carrément. Comment vous vivez ce moment-là? Non, mais vous pouvez pas vous rendre compte, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, franchement, il y a un truc de... C'est pas le premier film que je fais, c'est le premier film qui est sélectionné à Clermont, c'est un truc énorme. C'est vraiment chouette. C'est des salles ce matin et je sais pas, il y avait 1500 personnes qui regardaient le film, qui rient. 1500 personnes qui rient. Voilà, quand ça marche, c'est complètement dingue. Non, je sais pas, c'est chouette. Allez voir ce court-métrage. Merci Cécile Milly d'être venue sur notre plateau, sur le plateau d'Instant Court. Un court-métrage qu'on retrouve en compétition donc, toute la semaine à Clermont-Ferrand. Alors on va faire un enchaînement un peu, voilà, on va prendre le temps de sortir du plateau et de revenir, puisque c'est Marvin de Kinox qui va venir présenter sa carte blanche. Libre cours. Marvin. C'est bon, on a le temps, c'est du direct, tout. Ne paniquez pas. Salut Marvin, merci d'être sur notre plateau. Eh ben, merci à vous. Alors Marvin, entre cinéma et soirée du feu de Dieu, hein, que tu as passé hier soir, on n'en dira pas plus, eh bien tu as quand même pris le temps de choisir des films, de regarder des films, et il y en a un qui a retenu ton attention, il s'appelle Bitume. C'est un court-métrage alors qui en plus est disponible sur Canal, pour les abonnés Canal. Okay. Moi je sais que j'ai déjà vu, voilà, je le dis, ouais, il y a du court-métrage sur Canal aussi. De quoi ça parle, Bitume ? Alors du coup, Bitume, ça va être, on va suivre la petite aventure, un petit moment dans le temps, d'un routier dans son quotidien qui semble avoir beaucoup de troubles, notamment de la fatigue et du sommeil, et qui va du coup être un peu témoin de phénomènes assez paranormaux. En gros, c'est ça. Ok, alors... Il y a quand même, on va voir quelques images, hein, quelques illustrations. Moi juste j'ai regardé, je fais mon petit commentaire. Moi j'ai beaucoup aimé le travail sur l'esthétique des plans, le travail sur la nuit. Je crois qu'on a une image, Romain en régie, du camion sur la route. Voilà, on a celle-ci qui est assez caractéristique. En fait, ce qui est intéressant dans la composition des plans, je trouve, c'est vraiment le soin qui est apporté à chaque image pour exprimer à la fois la solitude de ce chauffard et puis petit à petit introduire la question sociale qui est au cœur du propos. Alors ça, oui, mais alors déjà, on a une photographie très, très froide, finalement, hein, avec des tons très, très bleus tout le long du film. Mais en vrai, justement, moi, j'aimerais bien revenir par rapport à toute cette ambiance, cette esthétique, sur du coup, mon premier gros point positif du film, c'est tout simplement l'ambiance. On a une ambiance très onirique, puisqu'on va suivre, du coup, ce personnage à travers, du coup, ses trajets nocturnes dans son camion. Qui est du coup très fatigué, qui n'en peut plus, et en fait la mise en scène va nous mettre au sein en fait de cette fatigue. Moi c'est un thème que j'ai rarement vu, déjà les routiers au cinéma, mais aussi la fatigue, et moi ça m'a vachement intéressé parce que du coup on est face vraiment à un film hyper onirique, on est dans la nuit, et on ne sait pas vraiment ce qui est réel, ce qui l'est pas. Tout comme quand on est fatigué, en fait, notre cerveau il se débranche un peu. On est vraiment dans une frontière entre le rêve, la réalité. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Et moi, par exemple, il y a un plan que j'avais adoré dans ce film qui parle de ça au début. Du coup, c'est un plan sur la route. D'ailleurs, il y en a pas mal des plans sur la route. On est vraiment de nuit. On a une lumière comme si on était sur un vélo ou même dans les yeux en fait, du personnage qui conduit. Ça m'a beaucoup fait penser à Lost Highway de David Lynch, pour ceux qui l'ont vu. Bref. T'as la ref. Mais du coup, sur ce plan dont je parle, on a du coup cette route qui avance, et à droite, on a des personnages. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais ils sont tous arrêtés dans des positions différentes, et ça s'enchaîne comme ça. C'est des espèces d'apparitions, etc., pour le personnage qu'on vit avec lui. Et il y a beaucoup de procédés comme ça, en fait, qui
qui nous perdent en fait finalement dans le film entre le sommeil, la réalité, le trajet. Enfin, le film il n'hésite pas du tout à changer sa focale, à passer à des trucs de flou, changer même ses lumières, c'est plus éclairé, ça l'est moins, pour vraiment qu'on soit dans cette immersion totale du coup de ce que vit ce personnage qui n'en peut plus. Et ça rejoint aussi un autre truc que j'ai beaucoup aimé socialement, c'est simplement l'immersion dans le métier de routier. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un camion pendant des soirs, des nuits, on n'en peut plus. Et effectivement, oui, c'est un métier qui fatigue beaucoup. Alors, il y a quand même, je me permets de l'introduire parce qu'il y a quand même, je disais, un enjeu social, il y a une question politique. C'est un cours qui est éminemment politique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sans trop en dire non plus? Il faut laisser un peu de suspense. Je vais laisser un peu de suspense. Mais oui, alors à partir d'un moment, le film m'a totalement perdu, en fait, j'ai envie de dire. On part sur autre chose, un propos sur l'immigration, c'est pas du spoil, qui sort un petit peu de nulle part pour moi et qui, si ce n'est scandaleux, pour moi, très maladroit dans sa manière de... Ah ouais, t'y vas fort, hein. Ah bah, en vrai... Il y a le réalisateur qui t'attend derrière là. Non mais moi déjà de base en fait, alors le film il prend beaucoup de codes du film d'horreur, ça se passe tout dans la nuit, on a même la station-service. Ah bah la station-service, moi je me souviens dans ce coin de l'écran, ce personnage qui apparaît dans la nuit, que les autres personnages ne voient pas mais que moi j'ai tout de suite vu. Moi de base jouer avec l'horreur sur les minorités, c'est compliqué, c'est assez limite, à moins que ce soit très bien fait, et peut-être même dans la satire, dans une critique de la bourgeoisie, c'est compliqué de faire passer justement de l'horreur à travers des personnes noires, des personnes... Enfin, c'est assez compliqué, et surtout que la représentation des migrants dans ce film, je la trouve vraiment compliquée dans le sens où on a vraiment des personnes très bien habillées, très soigneuses, qui ont tous la vingtaine. Pour moi, c'est pas vraiment ça non plus, l'immigration. Enfin, c'est quand même des gens, il y a des vieux, il y a des jeunes, et c'est des gens qui à Calais, c'est souvent ça. Hein. Ah bah carrément, bah oui. C'est des personnes qui viennent peut-être de trajets en mer, qui n'ont pas pris de douche depuis peut-être longtemps, je sais pas. Moi, vraiment, oui, cette représentation, elle m'a vachement perturbé, et surtout que des fois, en fait, la mise en scène, elle nous fait un peu croire comme si c'était des espèces d'aliens, d'horreur. Enfin, ils ont des gestuels très bizarres, on a des sons. Enfin, ouais, j'ai pas trop compris. Et au final, ouais, même la finalité du film, c'est un peu flou. J'ai pas compris où le réalisateur voulait en venir. Je vais pas dire du coup la fin, mais ouais, voilà, je vois pas vraiment de progression non plus dans le film. Donc un avis mitigé, ouais, c'est ça. Mais un gros point positif, allez, on va dire sur l'esthétique et le traitement de l'image. On va dire que c'est un pétard mouillé, pour moi. Merci Marvin d'être venu sur vous. le plateau nous parler de ce court-métrage. C'est le moment de notre visite de courtoisie. Alors chaque jour, nous nous rendons sur un lieu du festival, une exposition, un off, une rencontre. Aujourd'hui, Anna et Mohamed se rendent du côté de l'atelier pour découvrir justement un atelier de réalité virtuelle. Reportage. Bonjour, alors là on va se retrouver à l'atelier réalité virtuelle. On va aller interviewer des gens pour voir ce qu'ils en pensent. Parce qu'étant quelque chose qu'on peut pas forcément vous montrer, on va essayer de leur demander de nous décrire ce qu'ils ont vu. On y va ? Alors on aimerait bien entendre votre témoignage et aussi est-ce que c'est votre première fois que vous faites ça ? Oui, c'était vraiment la première fois que j'ai testé ça. C'était cool, j'avais jamais fait de la VR. La deuxième, j'en ai réservé d'autres. Sur l'ensemble, ça allait, vous étiez un peu à l'aise ou ça vous a fait un peu peur ou... Pas de la peur, mais l'impression qu'on n'est plus trop sur nos appuis, parce qu'on est debout tout le temps. Si par petits moments, on a quand même presque, on peut avoir des troubles un petit peu, on a un petit peu des vertiges. Enfin du coup ça faisait pas forcément peur, après ça peut être angoissant. C'est assez particulier, bon, j'avais le casque et tout, moi j'étais debout, et alors il y en a qui sont assis, il y en a qui sont debout.
Et du coup, j'étais dans un genre de décor un peu futuriste dans l'espace où il se passait plein de trucs. Il y a des trucs qui arrivent sur vous comme ça. Et... L'histoire était trop cool, c'était sur le nucléaire, donc c'est un documentaire. On ressent quand même tout le stress, tout ça. Vous avez ressenti une grosse différence par rapport à voir un court-métrage classique Là, c'était interactif dans le sens où on tourne, on voit, on peut regarder où on veut. L'exemple sur les fonds marins, vous avez l'impression comme si vous faisiez presque de la plongée. Et vous préférez voir des séances comme ça ou vous restez sur le format court-métrage? Et les deux sont complémentaires, hein. Je pense que ça reste, pour moi, ça a quand même l'avenir, le 3D. Mais on est content d'être là. Gros bisous à vous. Moi, ce que j'aime pas dans la VR, c'est que le casque, ça me fait super mal au front. Enfin, ça appuie trop sur le front et c'est... Et du monde maintenant sur le plateau pour le retour sur le direct avec Lorenzo qui me rejoint. Salut Lorenzo. Salut à toi. Et bienvenue sur le plateau. Et nos deux invités, nos deux seconds invités pour notre interview à court ouvert. Il s'agit d'Arthur Barcy et de Marianne Godillère. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Instant Court. Arthur Bakri, pardon. Ah d'accord, ok. C'est pas notre faute, c'est ça? Ou c'est ma faute si? C'est moi qui ai inversé? Je ne sais pas. Voilà, on va souci, incriminer la pas. production de cette émission. C'est scandaleux. Bakri, merci. Jingle. Et voilà, non mais il faut écorcher les noms, ça fait partie de l'émission, c'est sympa, ça met la bonne humeur. Non, nos excuses. Merci d'être sur notre plateau et d'être venu nous parler de votre court-métrage donc, qui s'appelle Tom veut rentrer. Un petit mot Lorenzo, pour commencer sur le synopsis de ce film, de quoi ça parle? Alors ouais, en gros, de ce que j'ai vu, on suit en gros le quotidien, on suit un petit peu le voyage de... Bien là le micro, hein. Ouais. On suit le voyage en fait de un père et son fils qui partent dans le sud en autostop. Et on suit un petit peu leur mésaventure, du fait aussi à mon avis de ce que je crois qu'ils sont malentendants. Donc on suit un petit peu leur mésaventure de se faire comprendre et tout ça. On sent un grand... De ce que j'ai vu quand j'ai vu le film, perso, j'ai senti un grand vide une grosse nécessité d'être compris et un gros vide de ne pas y arriver. Donc j'ai trouvé que c'était un film très fort là-dedans. Ouais. Voilà. On a le teaser, Romain? Ouais. Eh ben on regarde le teaser. À Bayonne. Avec mon fils là. Oui. Deux secondes. Oui. On regarde. Vas-y. Ça c'est tout fait. Je trouve pas mes piles. La maman a amené, c'est sûr. T'énerve pas. Hein. On va chercher ensemble. Ah bah si. Maman elle a oublié. Pas grave. Ça arrive. Tiens. Mauvais soir. Tu vas où? Faut que je change ma pile. Alors sur cette scène, on voit donc Gary et Tom, hein, le père et son fils, donc ces deux personnages qui sont sourds hein, dans cette histoire. Lorenzo, première question pour nos invités. Alors ouais. Donc la première question c'était sur le casting, en gros comment ça s'est passé, quels ont été les profils qui étaient les plus intéressants, est-ce que vous aviez des profils définis réellement pour votre casting déjà, voilà. Ouais, bah, le démarrage du film, enfin depuis le début du film, l'idée c'est de travailler la question de la surdité. Et donc c'était évident qu'on allait devoir trouver deux personnes sourdes et donc pas forcément des comédiens professionnels. C'était envisagé mais c'était pas obligé en fait.
On avait repéré un personnage qu'on a croisé dans notre vie tous les jours à Nantes, au cinéma, dans la rue, dans des bars. Et donc on l'a abordé, et ce n'est pas lui qui finalement joue dans le film, mais on a travaillé longtemps avec lui. Et finalement, notre productrice nous a demandé de refaire un casting pour être sûr de rencontrer d'autres personnes, ce qui n'était pas forcément notre envie au départ. Et en fait, c'était une bonne chose de pouvoir faire un casting. Nous, c'est la première fois qu'on réalise un film produit, avec la possibilité de faire un casting. Et en fait, c'était une bonne chose, puisqu'on a rencontré Geoffroy, donc le comédien finalement qui joue Gary, et qui a été une vraie trouvaille pour le rôle. Ouais, non, en fait, pendant toute l'écriture du film et pendant toute la préparation, en fait, on nous a beaucoup demandé est-ce que vous allez vraiment faire jouer des personnes sourdes, etc., etc., quoi. On nous disait oui, un acteur peut jouer un sourd. Et nous, ça nous a interrogés. Alors, nous, dès le départ, en fait, on savait qu'on voulait faire jouer des personnes sourdes. C'était une évidence, mais voilà, c'est une question qui est beaucoup revenue. Et pour nous, c'était très très important de ne pas faire jouer la surdité. Ça nous aurait paru vraiment quelque chose de complètement incongru. Et du coup, c'était vraiment important de trouver des personnes sourdes parce qu'on a peu l'habitude de les voir au cinéma, on a peu l'habitude d'entendre leur voix, leur façon d'être au monde. Donc c'était vraiment important pour nous à ce niveau-là, quoi. Une deuxième question, vu que comment est-ce que vous les avez dirigés du coup sur le tournage, est-ce que ça a été plus dur ou c'était Est-ce qu'ils entendaient ce que vous disiez? Pose la question. Ce qu'on peut dire aussi, parce que c'est pas évident dans le film, ce qu'on a voulu traiter dans l'histoire, c'est que nos deux personnages sont malentendants ou sourds. Les deux on dit les deux, mais en tout cas, ils entendent différemment et ils sont appareillés différemment. Le père a un appareil et il signe, il parle aussi, et l'enfant a un implant. Donc c'est une opération qu'il a eue à la naissance, et il parle beaucoup plus fluidement, et il est beaucoup plus intégré au monde des entendants. Donc l'idée, c'était de travailler ces deux approches du monde par ces deux personnes qui interagissent différemment et qui peut-être ont des problèmes de communication entre eux à ce niveau-là aussi. Donc nos personnages sont vraiment... l'un est appareillé, l'autre a un implant. L'enfant, en fait, dès qu'il a son implant, dès qu'il le porte, on peut lui parler assez facilement. Alors que Geoffroy, qui est appareillé, c'était un peu plus difficile, et je pense que c'était beaucoup plus fatigant pour lui. Et donc c'était nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui parle la langue des signes sur le tournage. Du coup, c'était donc le frère d'Arthur. Tu m'as volé ma réplique. On peut la refaire si vous voulez. Non. Ok, c'est reparti. Okay. Non, du coup, sur le tournage, en fait, juste Geoffroy, en fait, c'est assez... qui joue le père, en fait, à partir du moment où on prend le temps de se regarder dans les yeux, de parler, c'est assez, on peut communiquer assez, je dirais pas facilement, mais en tout cas on peut communiquer. Et mon frère, en fait, est sourd, et du coup il était là sur le tournage pour les moments où on sentait que Geoffroy peut-être fatigué, que les moments où c'était un peu plus difficile de se faire comprendre, il était là pour faire le lien. Il a finalement assez peu, on a assez eu peu besoin. Très français, on a eu assez peu besoin de lui, mais c'était cool de l'avoir aussi pour même dans les moments off, qu'il puisse aussi juste se reposer sur sa langue maternelle, en fait, parce que pour Geoffroy qui joue le père, sa langue maternelle c'est la langue des signes, donc d'avoir quelqu'un avec qui communiquer dans les moments off, c'était aussi... Vous savez signer, vous, justement? Alors c'est un peu le point de départ du projet, c'est que... Donc l'idée, c'est que le frère d'Arthur est sourd, et que on a eu toute une discussion autour du fait que dans sa famille, personne ne parle à LSF.
Et en fait, on a travaillé sur cette thématique de cet effort permanent pour les sourds, à devoir s'adapter, à devoir composer, chercher, voilà. Et jusqu'à la diffusion du film, là, on l'expérimente parce que du coup, quand il y a des sourds dans notre salle et qu'il y a d'autres films qui ne sont pas sous-titrés, ben, ils galèrent pour suivre, voilà. La question de l'accessibilité, y voilà. compris dans les salles de cinéma. Ouais, qui est hyper compliqué. Ça Bien a sûr. l'air simple comme ça sur le papier, Ouais. et en fait, c'est très compliqué à mettre en place. Non, t'as tout dit. Mais sinon, pour revenir sur le jeu aussi et la direction des comédiens, juste par rapport à l'enfant, aussi c'était une grosse découverte de voir de travailler avec un enfant pour qui c'est une implication énorme. Enfin, il était fatigué très rapidement, ce qui est normal. Et voilà, donc c'était quelque chose de très... quelque chose à prendre en compte sur le tournage, quoi. C'était en plus du fait qu'il est sourd, et que je pense que c'était aussi très fatigant. Assurément. Lorenzo, d'autres questions? Ouais. Alors, donc j'ai trouvé que sur la photographie du film, sur les plans, la cinématographie, les plans ont toujours été très larges, comme pour donner un aspect un petit peu de vie d'humain, et comme une attente interminable de se faire comprendre autour des deux personnages. Comment vous avez pensé la photographie? On peine bien le micro là, parce que vraiment... Ouais. Comment vous avez pensé en gros la photographie, et comment vous avez pensé à les plans, comment vous... Voilà. Ouais, alors donc la mise en scène avec les cadres fixes très larges, effectivement, ça s'était pensé dès le début. On avait une envie d'avoir ces corps un peu perdus dans le décor. Ce qui a pu être modifié au tournage, c'est que à l'origine, on pensait le film dans un lieu plus fourmillant, plus vivant, avec beaucoup de gens qui passent, voilà, pour appuyer ce contraste avec eux qui sont bloqués et qui sont seuls. Et puis finalement, voilà, quand on cherche et qu'on trouve les décors, on s'adapte. Mais donc voilà ce que ça donne au final. Donc c'est bien aussi d'avoir des retours, parce que ça, voilà, c'est des retours qui n'ont pas forcément été pensés dès le départ, mais en tout cas les cadres fixes et larges, ça a été un choix dès le départ. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Mais et justement, je rebondis dessus sur les partis pris. Peut-être que j'ai mal suivi, mais il me semble qu'il n'y a pas de musique. C'est un cours. T'as très bien suivi. Bon, ça va. C'est un cours que vous avez laissé sans musique. On prend le temps. Il y a les ambiances, effectivement, mais il n'y a pas de musique. Est-ce que c'était pour... Et on a vraiment un focus sur les paysages, on prend le temps. Les plans, comme tu disais, sont des plans larges, on a du temps. Est-ce que c'était un vrai parti pris? Est-ce que c'était un parti pris pour montrer que finalement ces personnes sourdes prennent plus de temps à regarder, profitent des paysages, plutôt que nous envahir l'esprit de musique comme on aurait pu le faire sur un autre court-métrage? Ça arrive qu'on remplisse de musique. Là, vous avez vraiment laissé de la place. Vous avez épuré. Ouais, en fait, ça va pas beaucoup plus loin que simplement épurer, en fait. Il y avait pas la volonté d'exprimer beaucoup plus que ça, quoi. En fait, on avait envie d'entendre l'air, d'entendre l'autoroute à côté, voilà. Simplement de pouvoir, et ça rejoint en fait les cadres, en fait, simplement pouvoir prendre le temps de regarder, d'entendre les choses. C'était vraiment aussi simple que ça, quoi, en fait, voilà. Ouais. Lorenzo, une dernière question? T'as devancé une de mes questions. Et ben voilà. J'ai grillé une cartouche. Comment a fonctionné votre co-réalisation? Votre co-réal, quels ont été les cheminements, les tâches que vous êtes répartis, tout ça, voilà. Donc ouais, c'est un projet qu'on a vraiment démarré ensemble il y a maintenant 3-4 ans à l'écriture, et on a eu le temps de se poser la question de qui allait réaliser quoi, comment se diviser le travail. Enfin, on a un peu regardé autour de nous comment faisaient les couples de réal, les duos, les frères, les sœurs. Mais finalement, on a tous les deux tout fait.
On n'a pas réussi, enfin on n'a pas voulu se diviser les choses thématiquement. On était par moment, moi derrière le combo et Arthur plus avec les comédiens, ou l'inverse. En fait, ça dépendait des séquences. Et puis, c'était un petit peu au feeling, mais on a proposé des choses quand on avait envie. Enfin, c'était assez royal, je trouvais, d'avoir le luxe d'être deux, en fait. Même si ça doit poser aussi. Enfin, voilà. Oui, bah, y a eu des moments de tension, voilà, quoi. Mais au final, en fait... Est-ce que vous êtes tapé sur la gueule, par exemple? Non, c'est pas tapé. Non, c'est pas tapé sur la gueule, mais en fait, au contraire, c'est hyper chouette, en fait. Voilà, on en parlait tout à l'heure vite fait avec Vincent qui viendra après, que les moments, en fait, on a une idée, on la soumet à l'autre, nous dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'elle en pense, et tout de suite, en fait, on peut assez vite savoir si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner, et pour ça, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Ouais, et puis on travaille beaucoup avec des collectifs. Enfin, on a par exemple organisé des kinos, cabarets. On fait aussi plein de films autoproduits en collectif, quoi. Et du coup, c'est peut-être des moments où on est moins sectionné dans la division des tâches. Et là, c'était agréable aussi de pouvoir se poser des questions, avoir des doutes, se relayer. Voilà. Eh bien, on va vous souhaiter un excellent séjour à Clermont. Merci. Et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Montferrand, qui est un très beau quartier médiéval de cette ville de Clermont-Ferrand. Et on rappelle donc votre court-métrage que vous pouvez retrouver en salle toute cette semaine, donc jusqu'à samedi soir, si je ne dis pas de bêtises, dans le programme. 19h, ah, mais vous connaissez même les horaires. Non, juste la salle Cocteau, mercredi 19h. Le numéro de programme? F12. F12. Donc voilà, merci Marianne Godillère et donc Arthur Bakri. Oui, puisque du coup mes notes étaient mauvaises. Donc on le rappelle pour ce court-métrage, donc Tom veut rentrer, que vous pourrez retrouver toute la semaine en compétition à Clermont-Ferrand. Bonne soirée, merci. Merci. C'est notre séquence micro-trottoir maintenant. Nous sommes allés à la rencontre de festivaliers, de bénévoles cet après-midi avec Abel au cadre et Elisa au montage. Bon, on a l'impression qu'on se marre bien là, pourquoi on rigole? Partagez un peu. Là, c'est la queue pour entrer dans une salle, et c'est une salle à 300 places, et ici on arrive d'après son comptage à 301. Du coup, désolé madame, mais c'est possible. 301e. Mais je compte sur ma chance. Ouais, il faut toujours espérer qu'il y ait quelqu'un qui décède avant ou un malaise. Puis on continue notre collection de bonnets. Vous savez que cette semaine, c'est notre collection de bonnets préférée. Et aujourd'hui, nous sommes avec un bonnet bleu. Bonjour. 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 Oui. Alors, vous avez accepté de reprendre le rôle d'Harrison Ford donc dans Indiana Jones. C'est pas pour le mouvement social? Bah si, complètement. Vous savez quoi? On va le jouer à pierre-feuille. Caillou, ciseaux, machin bidule, pierre, feuille, ciseaux. On va le jouer à ça. Bonnet bleu aujourd'hui, bonnet rouge hier, bonnet blanc demain, bleu, blanc, rouge, voilà. Patriote, social, on est là. On nous a dit qu'il allait avoir des films de cul quand même, parce que c'est pas le genre de film que vous allez voir, vous, habituellement. Et pourquoi pas? Pierre, feuille, ciseaux. Les VIP sont de sortie et nous sommes avec Nelson Montfort. Bonjour. Pierre, feuille, ciseaux. Un film érotique, un film, ça peut être très drôle, ça peut être intéressant à voir. Vous êtes représentante chez Jackie Michel, c'est ça? Ouais, c'est ça, et on s'est vu hier, ouais, on est un peu dans la tourmente en ce moment. Inspecteur, est-ce que l'enquête avance? I speak English. Yes, in English. Est-ce que the enquête avance? Pierre, feuille, ciseaux. Nous aussi, parce qu'on n'aura pas de place, là, je pense. Ouais. Vous vous marrez devant des films érotiques? Mais on peut rire de tout dans la vie, non? Après, vous savez, tout rentre avec un peu de vaseline. Hein. Can you say that the enquête, like Sherlock Holmes? Je reconnais bien là, Jackie. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Yes. Eh ben voilà, c'est gagné. Eh ben super, j'ai gagné ma place. Merci. Voilà, merci à Elisa pour le montage de ce micro-trottoir et à Abel qui a accompagné mes bêtises et qui a été obligé de se cacher plus d'une fois derrière sa caméra parce que mon humour était difficilement assumable par l'équipe de Phénomène Production. Sur mon plateau me rejoint ma nouvelle chroniqueuse, il s'agit de Manon. Bonjour Manon. Bonjour, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. T'es contente d'être sur le plateau? Ouais, nickel. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Chasse à quoi? Jingle.
Un court-métrage dont tu es venu nous parler aujourd'hui qui s'appelle Écorché, un court-métrage français qui a été produit l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Du coup, Écorché, c'est un film d'animation qui a été fait en stop motion et en fait, ça raconte l'histoire de deux sœurs, donc l'Écorché et la Bouffie. En fait, c'est des siamoises par une jambe. Et du coup, la nuit, l'Écorché, elle fait des cauchemars où sa sœur, en fait, l'encouvre totalement, comme si la recouvre, pardon. Donc, en fait, ça donne l'impression que l'Écorché disparaît. Donc, voilà, c'est tout. Bon, et regardons le teaser de ce court-métrage. C'est toujours intéressant les films d'animation, et surtout à Clermont, on découvre plein de techniques. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce cours ? Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est souvent ce côté horrifique qu'il y a dans les films d'animation, parce que, en fait, je trouve que ça rajoute un côté encore plus sinistre, encore plus sombre, et c'est pour ça que j'aime bien quand l'horreur est présente dans les films d'animation. Voilà, puis là, on ressent clairement l'ambiance assez angoissante par rapport à l'ambiance visuelle, en fait, procurée par les décors, les lumières, mais aussi la matière textile, donc avec lesquelles les personnages ont été créés, en fait, et du coup, je trouve ça super intéressant, et voilà. Alors, est-ce que tu as des références que tu as vues dans ce court-métrage, ou est-ce que tu veux en parler ? Alors, je parlerai toujours de la même référence. Le stop motion, ça me fait directement penser à Coraline. Et Coraline, c'est aussi un film d'animation où on retrouve l'angoisse, tout ce qui est horrifique, en fait. Et du coup, ça m'y a directement fait penser, parce que c'est la même atmosphère. Puis pareil, concernant l'ambiance sonore, en fait, ça ressemble beaucoup au concept de l'ASMR. C'est-à-dire que vraiment, on ressent le côté oppressant, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce film. En fait, on a l'impression de vivre un cauchemar, en fait, tout le long du film. Pas de manière négative, hein, bien sûr. Ah oui, j'ai adoré ce film. On a assez de Marvin pour critiquer les films quand même. Ah on va pas rajouter une couche. Alors, qu'est-ce qui, toi, dans ce court-métrage, t'a particulièrement plu ? À quoi tu accordes le plus d'importance ? Qu'est-ce que tu trouvais vraiment pertinent dans le traitement de ce film ? Franchement, la manière dont ça a été réalisé, j'adore le stop motion, et je trouve que chaque détail est hyper important. Tout était visuellement très beau à voir. Pareil, le sang, par exemple, il était fait avec du fil rouge, et je trouvais ça super beau esthétiquement, et ça, le textile, bien sûr. Le textile rajoutait vraiment ce côté écorche, justement, de la peau qu'on peut avoir. Oui, pardon. Voilà. Eh bien, merci Manon d'être venue nous parler de de ce court-métrage que vous retrouvez là encore dans les compétitions du festival du court-métrage. Il est temps d'accueillir notre troisième et dernier invité de la journée. Il s'agit de Vincent Fontano qui arrive en plateau avec Adam. Bonjour, bonsoir messieurs, salut Adam, bienvenue sur notre plateau. Salut, ça va ? Ouais, ça va très bien, super. Et merci Vincent Fontano d'être venu. Merci pour l'invitation. Jusqu'ici pour nous parler de votre court-métrage qui s'appelle 7 lames et dont Adam va nous dire un petit mot pour poser un petit peu le cadre. De quoi ça parle ? Eh ben allez. Alors dans le quartier d'une ville insulaire, au milieu d'un rituel de transe, une petite fille est tétanisée. Elle a peur de voir les siens se blesser ou disparaître. Donc sa grand-mère lui raconte alors l'étrange histoire d'Eduardo, le premier des leurs à avoir vu sa mort et à l'avoir affronté. La petite fille est attentive et elle sent bien que sa grand-mère ne lui raconte pas cette histoire sans raison. Première question pour notre invité par rapport à ce film dont on voit des photos qui défilent à l'écran. Je vais pas commencer par une question. Tout d'abord, je tenais à te dire bravo pour ce court-métrage. Merci. Je me suis pris une vraie claque en le regardant. Tant beaucoup. esthétiquement que scénaristiquement parlant. Tu nous fais vraiment entrer dans ton univers. Donc, un grand bravo. Merci beaucoup.
Donc la première question, voilà, en parlant de cet univers, tu nous plonges dans la culture réunionnaise et tu manies avec brio l'art du langage avec ta langue maternelle, le créole réunionnais. Donc j'imagine que c'était important pour toi de parler de la Réunion. Est-ce que tu considères ce film comme un acte militant ou seulement comme une œuvre esthétique ? Je sais pas. Je pense que le cinéma, de toute façon, a quelque chose de toujours un peu militant, mais disons que je placerai le film plutôt à un autre endroit. C'est une œuvre esthétique, mais c'est vrai que je ne peux pas dénier le fait que ce film, il raccroche beaucoup de choses pour moi. Le fait déjà qu'il est un peu patrimonial, puisque le quartier dans lequel on a tourné, c'est-à-dire le vrai quartier de pêcheurs, il est détruit maintenant. Ouais, c'est-à-dire c'est les dernières images de ce quartier qui sont dans le film. Cette pratique-là aussi, du coup, dans la ville, elle est finie, c'est terminé. Et du coup, c'est les gens du quartier qui sont dans le film, ils sont maintenant dispersés aux quatre coins de l'île et ils vont avoir de très rares occasions de se recroiser. Donc ça accroche à tout ça aussi, le film. Ok. Oui, qu'on le précise aussi, on parle de la Réunion, hein, bien entendu, pour nos spectateurs. Une autre question, Adam ? Ok. Sept lames, donc c'est le titre de ce court-métrage. J'ai cru comprendre que ça faisait référence aux 7 lames de la mer, purificatrices du folklore réunionnais. Pas purificatrice, mais en fait, chez nous, il y a une tradition qui dit que à la 7e vague, si tu jettes ton chagrin, tu poses une question, tu pousses un cri, ça se répare. C'est une vieille tradition. On te dit d'aller à la mer et de compter la 7e vague pour y jeter ton chagrin. Okay. Et donc c'est un peu ce que raconte le film. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une petite fille à qui on prépare le chagrin à venir. Okay. C'est beau. C'est super beau. Bon, après une petite anecdote, le truc, c'est que ce film, il est né aussi de ça. C'est-à-dire de mon propre chagrin à moi. Okay. C'est-à-dire, l'idée du film est venue quand ma grand-mère est partie. Ma grand-mère, moi, c'est toute ma famille. Okay. Elle m'a élevé, donc ça a été mon papa, ma maman et tout. Et elle savait très bien qu'en partant, ça allait être très compliqué pour moi. Et donc, elle a, par des petits signes, préparé son départ. Mais ça n'empêche pas la peine. Et à son départ, je me suis retrouvé un peu vide, un peu seul. Et donc, j'ai mis mon énergie là-dedans, dans l'écriture de ce film. Okay. Il t'aura fallu 3 ans pour écrire et réajuster plus de 30 fois le scénario. J'ai fait mes petites recherches. Quels ont été les problèmes rencontrés lors des différentes phases de la préparation du film ? Je pense que le problème venait de moi. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu que j'accepte que je parlais de mon intimité. Et que souvent, je faisais des détours pour... En fait, non, c'est pas ça, mais jusqu'au moment où tu dis, si, en fait, je parle du deuil, je parle de l'absence, et je parle de comment on accepte le départ de l'autre. Et une fois que ça a été acté et accepté par moi-même, ça a été beaucoup plus évident. Et même les choix esthétiques ont été beaucoup plus clairs ensuite. Ok. Et ça t'a aidé, d'un autre côté, à faire ce deuil, ce film ? Je sais pas, il faut un peu, certainement. Okay. Un peu, certainement. Moi, j'espère que je vais pas empiéter sur une de tes questions, mais je trouve que vous traitez le sujet de la transmission, de la mémoire, avec beaucoup de pudeur dans ce film. Et donc, vous avez un peu répondu. La question, c'était quel est votre propre rapport à ce sujet, la question de la transmission. En plus, vous avez expliqué que le port, il avait été détruit. Se pose aussi la question de la conservation. Votre film, il va laisser une trace à ce niveau-là. Quel est votre rapport, si vous voulez développer un peu par rapport à cette question des mémoires, de la transmission ? Il y a une difficulté sur mon île, c'est que c'est une île jeune. Et donc, on n'a pas eu le temps de poser énormément de fondations. Et en plus, c'est une île qui a traversé des moments difficiles de l'histoire. Il y a eu l'esclavage, la colonisation. Et le problème, c'est que comme toutes les îles jeunes, on veut pas avoir de retard. Donc, on a tendance à courir toujours après cette espèce d'idée de la modernité. Donc, on ne veut pas qu'on nous traite
de folklore ou de ah oui, on est sur une île, les gens arrivent avec des noix de coco, c'est compliqué, quoi. Donc c'est arrivé des fois. Ouais, oui. Ouais, ici ils arrivent avec du Saint-Nectaire, donc vous savez, c'est. Et donc il y a cette volonté de toujours être à jour. Le problème d'être à jour tout le temps, c'est que ça laisse peu de place à ce qu'il y avait avant. Et du coup, ça peut être à mon sens, hein, ça peut être très dangereux de vouloir toujours courir sans jamais regarder où on avait mis ses pieds avant. Lorenzo, question suivante. Ouais, Lorenzo. Salut Lorenzo, tu es parti, moi c'est Adam. Adam, waouh, je te rappelle Lorenzo. Non, mais c'est le direct, c'est le présentateur fatigue aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, je t'appellerai Lorenzo jusqu'à la fin de l'émission. Allez, désormais. salut. Adam, question. Pourquoi ce choix artistique d'utiliser un noir et blanc qui est assez contrasté? Déjà, le noir et blanc est venu de l'idée que je voulais quelque chose d'un peu intemporel. Et le problème de la couleur, c'est qu'elle est très marquée dans le temps. Elle change, elle évolue, les modes changent. Et le noir et blanc, pour moi, c'est l'équivalent du smoking. Donc il y avait cette idée-là. Et il y avait aussi cette idée de dire que chez moi, le cinéma, même formellement, il est jeune. Donc je ne vais pas commencer à vouloir en faire trop. Et même moi, je suis tout jeune sur ce médium. Donc je ne vais pas commencer à vouloir en faire trop, montrer que... Voilà, vraiment aller sur quelque chose de très simple, intemporel. Et puis c'était aussi un clin d'œil aux films que j'aime, les vieux films indiens, voilà. Nickel. Et du coup, tu as un peu empiété sur ma question, mais... Comme d'habitude. Ouais. J'adore faire ça. Elle t'est venue d'où cette idée de personnifier la mort et quel est ton rapport avec celle-ci? Sur le micro, hein, ouais. Et quel est ton rapport avec celle-ci? Mais tu m'as déjà répondu à cette deuxième partie. Disons que quand j'ai commencé à réfléchir à... En fait, on n'a pas de mythe des origines sur l'île. Parce que comme l'île étant jeune, tout le monde est arrivé avec ses valises. Et donc on n'a pas eu le temps vraiment de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être réunionnais, c'est quoi un réunion. Et du coup, à s'inventer des mythes des origines. Et je pense que c'est le travail de ma génération. Donc c'est un travail difficile parce qu'un mythe des origines, c'est censé être vieux. Et quand on est à 500 ans, vieux, c'est hier, quoi. Donc voilà, du coup j'ai commencé à réfléchir sur, ok, qu'est-ce qui nous différencie des autres, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut échanger, et c'est vraiment notre rapport à la mort. Et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à la mort, à ce rapport qu'on a avec la mort, la difficulté, ça a été de se détacher de l'imagerie, de l'iconographie ambiante. En fait, de se dire, ok, pour beaucoup de gens, la mort, c'est la faux, le grand peignoir noir, etc. Et pour moi. Et c'est en posant ces questions, c'est-à-dire avec plein de contradictions, c'est-à-dire que la mort, pour nous, elle est belle, c'est le début, mais c'est pas la fin. Elle est inquiétante, mais en même temps, elle est sans âge. Elle est blessante, mais en même temps, c'est ça qui donne le goût. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fin, ben, c'est compliqué, quoi. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à réfléchir et que tout d'un coup, l'idée de cette femme qu'on dirait sans âge est venue. Okay. Est-ce que vous diriez, parce que ça me fait penser à ça, que la Réunion aujourd'hui c'est un laboratoire à ciel ouvert pour voir ce qui est destiné à devenir la France tout entière dans ce brassage des cultures, dans ces influences du monde entier qui viennent, et puis parce que la France c'est pas que la France métropolitaine, et vous dites que la Réunion est une île jeune qui se construit. Finalement la France est une nation jeune aussi, qui vient de loin mais qui se construit en ce moment même. Est-ce que c'est un laboratoire pour vous? J'espère, en tout cas, j'espère. Et je crois que... En fait, il y a plein de questions que vous vous posez qui arrivent chez nous. Et comme on est très loin, parfois, ça donne des choses un peu étranges dans notre façon de réagir, qui sont souvent drôles, quoi. J'ai pas d'exemple tout de suite qui me vient en tête, mais oui, il y a plein... Enfin, il y a une autre façon, en tout cas, d'aborder le rapport à l'autre, vu que forcément on est sur une île. La question des identités, etc. Voilà. Que l'autre, forcément, il arrive, quoi. L'autre arrive, donc voilà.
Merci d'être venu sur notre plateau. J'espère que je t'ai pas grillé ta dernière question. Non. C'est bon. J'en ai plus. Bon, t'en as plus, c'est parfait. Merci d'être venu sur notre plateau, Vincent. Donc, on le rappelle, votre court-métrage 7 lames, qui est en compétition sur le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est la 45e édition. Hier, j'ai dit la 44e. Décidément, les erreurs se cumulent. Dernière séquence de cette émission, c'est notre pastille libre cours et nous recevons Lucas du Festival du film Jeune de Lyon. Sur le plateau en direct sur Instant Court, Lucas, donc tu nous rejoins pour nous parler d'un court-métrage que tu as vu aujourd'hui même, si je ne m'abuse. Hier soir. Hier soir, c'était ouais. dans la séance Libido, c'est pour ça. Libido. Oui. Alors le film s'appelle Scotch. Scotch. Est-ce que tu peux nous dire un mot déjà sur le synopsis, de quoi ça parle? Je vais même te dire le synopsis qui est dans le programme, qui est en fait assez succinct et qui reflète un peu l'état d'esprit que j'avais quand je suis allé le voir. Donc c'est deux amis qui parlent de vie, de sexe, d'évolution de leur couple. Ils échangent leurs sentiments et leurs craintes le temps d'un footing. Est-ce qu'on regarde le teaser? Allons-y. Fais du bien de prendre une douche, hein? Ouais. Maintenant le café. Tu pourras pas dire à Cathy que je m'occupe pas de toi, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est vrai que c'est pas rose tous les jours, hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Comment ça, comme ça? Eh ben comme ça, avec cet air con. Ah, j'ai l'air con, là? Oui. Je suis désolé, je fais pas exprès. Et il faisait exprès d'avoir l'air con ou pas alors? Un peu. Et pour tout te dire, il a gagné un prix grâce à ça aussi. Hein. C'est génial. Comme quoi. Du coup, la qualité vidéo était pas terrible. 80p à peu près de résolution. 80p, ouais. C'est bien ça. En fait, le film est sorti en 2002, donc en fait, même en salle, la qualité n'était pas ouf. C'était le début de l'ère numérique, quoi. Et on peut clairement dire que c'était pas mieux avant. Et, Comme quoi. Comme quoi. Et donc du coup, ouais, j'ai parlé du synopsis qui était très succinct. Et en fait, quand je suis allé le voir, je savais vraiment pas à quoi j'allais m'attendre. Et en fait, il y a quand même quelques indices. C'était que c'était dans la séance Libido. Donc cette année, le festival fait une rétrospective là-dessus. Et ils ont bien compris, ce qui ramène du monde en salle, c'est quand même des courts-métrages jouissants, réjouissants, irrévérencieux, espiègles et drôles. Et ils ont beaucoup regardé Instant Court l'année dernière, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Ils s'inspirent des meilleurs. Et oui. Du coup, Scotch, du coup, c'est un film drôle. C'est vraiment un film vraiment réjouissant là-dessus. Et pour décrire davantage du coup le déroulé, c'est que il y a ce footing-là où en fait, ils parlent, ces deux amis-là, qu'on voit dans la séquence, et en fait ils rentrent, le footing est court à cause de la pluie, ils rentrent plus tôt chez eux, et notamment en fait à la maison, en fait, la femme de l'un des deux est en fait prise sur le fait, en train de faire tromper son mari en fait. Et donc du coup il y a toute une, c'est là en fait que le ressort comique apparaît avec des scènes assez, dans le style assez théâtral, beaucoup de scènes truculentes, et une version assez originale aussi de la scène de la femme qui trompe son mari, qui est assez originale, j'en dirai pas plus. Voilà. Et j'ai une relance, est-ce que tu m'as écrit une relance? Je vais la lire comme si c'était spontané. Tu as évoqué l'ami du mari cocu. Il est interprété par Yvon Bach, qui a reçu à Clermont en 2003 le prix d'interprétation masculine. Tu peux nous en dire davantage sur ce personnage? Du coup, c'est le con dans la séquence. Mais donc, oui, comme quoi faire le con, ça gagne en fait. Et, donc, ça rapporte pas beaucoup d'argent après, crois-moi. En ce moment, il est sur France 2. Il fait le commissaire Baker dans... Je sais plus dans quelle série. Mais donc du coup, voilà, France 2, c'est ça. Dédicace France 2. Et donc du coup, oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, en fait, il est aussi trompé par, sa femme, il est aussi cocu. Et en fait, c'est lui qui découvre au tout début la scène où en fait, la femme de son pote trompe son pote. Et en fait, tout du début, en fait, on pense qu'il fait un faire-valoir sur de son pote en fait, qui vit un peu l'amour parfait, en fait, qui est vraiment dans le ils ne se rendent pas compte de la situation. Et en fait, du coup, maintenant, en fait, il y a tout un revirement de situation, comme quoi, en fait,
quand en fait, on le voit qu'il fait le con, en fait, c'est parce qu'en fait, il sait que son pote est en train de le tromper, et tout le ressort comique est là-dessus. Et en fait, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment il est plus, en fait, à ce moment-là, il est plus à faire valoir, mais il représente un peu la faiblesse aussi de son pote. Parce que du coup, ce personnage-là, il s'est un peu vu comme un loser, comme un con, et en fait, il est nul au footing, il est nul en baise, parce que du coup, il sent aussi qu'avec sa femme, ça va mal. Et en fait, il se rend compte que son pote, c'est aussi ça, en fait. Et il n'est pas tout seul, et voilà, c'est hyper drôle. Ça a un peu vieilli, notamment la qualité, mais toujours très drôle, et c'est toujours sympa de voir, hyper réjouissant toujours de voir une salle rire là-dessus, c'était trop bien. Bon, allez voir ce film, allez voir l'essence Libido, en fait, le programme Libido est assez amusant. Non, c'est trop bien, et pareil, si en fait vous voulez voir des films drôles, réjouissants, je vous le recommande chaudement. Allez voir la séance, la rétrospective Libido. Et profitez du festival du court-métrage. Ce festival n'appartient à personne si ce n'est aux festivaliers, et c'est pas le cas de tous les festivals de cinéma en France. C'est le moment que vous attendez tous avec grande impatience, c'est la séquence court-circuit. Je pense que ça va y aller fort ce soir. Alors, ce dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais c'est aussi le jour des puces. Sur la brocante dominicale de Clermont-Ferrand, nous avons croisé de nombreux festivaliers venus chiner dans l'espoir d'une bonne affaire. Alors, parmi nos rencontres, il y a eu Hervé, venu avec l'ambition de repartir avec un objet de collection et qui s'est finalement laissé tenter par une compilation CD des meilleurs titres d'Annie Cordy, interprétés par une chorale bulgare a cappella, une casquette Ricard au jaune délavé et à l'odeur caractéristique d'un PMU du Puy-de-Dôme un dimanche matin à 8h, ainsi qu'un chemisier exagérément laid, fabriqué en poil de mulot et floqué Chantal 60 ans, on t'aime, acheté dans le but de faire une heureuse à la maison. On t'embrasse Chantal. Toujours sur la brocante, nous avons pris le temps d'échanger quelques instants avec Mohamed, environ 40 ans, un habitué des lieux, visage rabougri, allure débonnaire, parti pris vestimentaire assez douteux tout de même. Ce dernier nous raconte sa première vente en 2003. C'était un ensemble collector de Joséphine Ange Gardien, composé d'un magnifique tablier rose, d'un assortiment de serviettes de table, d'une brosse à chiottes et d'un lot de petites culottes multicolores brodées Joséphine Reine de mes nuits. Ému, Mohamed semble revivre ces instants marquants, comme le début d'une carrière de prestige entamée ici, il y a 20 ans maintenant. Le temps passe vite. Vendeur à succès, le désormais illustre brocanteur est maintenant à la tête d'un stand pour le moins fameux d'objets de collection. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ces étals ? Des posters de grandes stars du cinéma comme Jean Reno ou Christian Clavier, des verres à bière Bienvenue chez les Ch'tis et des bas de contention Evelyne Delia. Mais ce qui attire notre attention, ce sont ces animaux empaillés, parmi lesquels un rat dégarni qui ressemble furieusement à Michel Houellebecq, un suricate qui me rappelle spontanément Éric Zemmour, et un bichon maltais 15 ans d'âge dont le lien de parenté avec Christine Boutin semble démontré par les lois de la physique. Enfin, toujours est-il que ce matin, tout le monde est déjà tourné vers la grève générale annoncée mardi, une sorte d'élan collectif d'un peuple aussi borné que la Première ministre est bien décidée à mettre la France entière en vrac, au moins autant que le gouvernement s'obstine à vouloir mener une réforme de merde qui, rappelons-le, vise à vous faire travailler toujours plus longtemps pour avoir le droit de toucher une retraite minable et qui a le bon ton de viser d'abord les plus pauvres de ce pays. Une certaine idée de ce que peut être une politique crasse et injuste. À cet instant, je pense à mes grands-parents qui ont exercé des métiers difficiles dans des conditions très très dures, et ça je peux vous le dire, qui ont eu la chance de me voir grandir, de m'élever. Je pense à eux et à leur combat pour que nous vivions mieux, aux grèves menées par mon grand-père, mineur, au courage qu'ils ont eu pour ne jamais rien lâcher, et à la fierté que j'éprouve d'être leur héritier. Je pense aussi à ceux qui aujourd'hui veulent pourrir la vie de millions de Français. Je me demande comment ils arrivent encore à se regarder dans un miroir le matin en sortant de la douche. Mais je n'oublie pas que je suis ici pour du cinéma, même si le court-métrage est un objet social et politique. Et je regarde l'heure qui passe, il est déjà 19h10 passé. Je pense à tous ceux qui s'apprêtent à passer à table. Alors je vous souhaite un bon appétit. Allez voir des films, on se retrouve demain. Bonne soirée. Ciao.
C'est pas mal? Bah putain, j'ai une dalle, mon gars, une dalle!